Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire organisé par l'équipe des webinaires de l'IPA. Pendant cette épidémie, il est crucial que nous préservons nos liens positifs avec nos proches, mais aussi avec nos collègues et nos communautés psychanalytiques. Ainsi, en vue du prochain congrès de l'IPA qui se tiendra en juillet 2021 à Vancouver sur l'infantile dans ses multiples dimensions, l'équipe de l'IPA souhaite inviter les membres à une série de webinaires introductifs sur le thème du congrès. Comme d'habitude, notre webinaire est composé de deux parties. Aujourd'hui, au cours de la première heure du webinaire, nous aurons le privilège d'écouter notre invité René Roussillon. Lors de la deuxième partie de la session, nous ouvrirons la discussion avec vous, les participants. Vous pouvez envoyer vos commentaires et poser des questions tout au long du webinaire. Pour ce faire, allez sur le tableau de configuration à droite de votre écran, onglet Questions. Vous les voyez dans votre écran Slide. Il faut cliquer sur la petite flèche blanche qui se trouve juste avant les mots Questions. Une fenêtre de discussion s'ouvrira où vous pourrez écrire votre question à l'aide de votre clavier et l'envoyer. L'orateur, René Roussillon, va essayer de répondre au plus grand nombre de questions. L'infantile, c'est un concept complexe. Freud nous raconte, l'homme aura se souvenait que bien qu'il s'est considéré comme une personne morale, il avait certainement fait dans son enfance des choses qui venaient de l'autre personne, les mal en lui. Les mal en vous, c'est l'inconscient, lui répond Freud. Et il continue en s'adressant au lecteur. Je veux dire, au fait qu'il a découvert un personnage principal de l'inconscient, la relation à l'infantile. L'inconscient, c'est l'infantile, dit-il, c'est-à-dire la partie de la personne qui, à ce moment-là, s'était séparée d'elle, n'a pas participé au développement ultérieur et a donc été réprimée, refoulée. Freud maintient cette position même après la conception de la deuxième topique, où il donnera une place importante au ça, au moi et au surmoi. Il maintient la conception de l'enfant d'autrefois jusqu'à l'abrégé. Ferenczi, Mélanie Klein, Winnicott, Bion, Green, tous les psychanalystes post-freudiens placent au centre de leur pratique l'enfant chez l'adulte. Néanmoins, le statut dévolu à cet infantile chez Freud est à distinguer de l'enfant qui occupe la pensée de ses continuateurs. Parfois même aujourd'hui, cet infantile est confondu avec la notion d'infantile qui qualifie l'expérience générale, vague et vaste de l'enfant. Florence Guignard a souligné cette confusion dans son livre consacré au vif de l'infantile. Sans la psychanalyse, l'infantile existerait-il? Les fonctions psychiques de l'enfant seraient-ils compréhensibles sans les connaissances acquises par la psychanalyse des adultes? Qu'apporte la psychanalyse de l'enfant au corpus psychanalytique contemporain? Selon la réponse à ces questions et selon la perspective qu'on se place, se pose une question fondamentale. L'utilisation de la trace mnésique. L'enfant dans l'adulte. L'enjeu est d'une telle réflexion, partant de ce que contient cette énonciation, nous paraît toucher au cœur de notre identité de psychanalyste. Pour ouvrir cette discussion si complexe et ô combien cruciale, nous avons invité René Roussillon, qui nous a fait l'honneur et l'amitié d'accepter. Nous avons donc le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il va nous présenter sa contribution pour déconstruire l'infantile, un travail tout à fait nouveau et inédit qu'il a préparé pour nous, fondé bien sûr sur sa longue expérience, ses recherches et ses travaux. Comme vous le savez tous, René Roussillon est un métapsychologue hors pair, ayant éclairé avec ses travaux sur les processus de la symbolisation, les niveaux les plus archaïques, les plus élémentaires de la constitution psychique de l'être humain. Avant de lui passer la parole, je vous le présente très brièvement, même si vous le connaissez tous. Slide. René Roussillon est psychanalyste, membre formateur de la Société psychanalytique de Paris,
professeur émérite de psychologie à l'Université Lumière Lyon 2 et il a dirigé le département pendant plus de 20 ans. Il a été lauréat en 1992 du prestigieux prix Maurice Buvet pour son ouvrage Paradoxes et situations limites de la psychanalyse. Et en 2016, de la distinction internationale du prix Sigourney pour sa contribution exceptionnelle en psychanalyse. Il est l'auteur de nombreux livres, parmi eux Logique et archéologie du cadre psychanalytique, Agonie, clivage et symbolisation, Le plaisir et la répétition, théorie du processus psychique, Le transitionnel, le sexuel et la réflexivité, Le jeu et l'entrejeu, La naissance de l'objet. René, s'il vous plaît, c'est à vous. Merci Eleana, je pense qu'on va effectivement avoir des points qui vont dialoguer tous les deux entre ce que vous avez dit et ce que je vais essayer de dire. Je suis en train de me dire que j'ai prévu sûrement beaucoup trop, donc je ne sais pas si j'arriverai au bout de tout ce que vous avez listé comme étant les 3 points que je vais évoquer. Avant toute chose, je voulais saluer votre organisation et saluer aussi cette initiative qui me paraît effectivement extrêmement importante. Je crois qu'effectivement, bon, on peut plus se déplacer, on peut plus aller avoir nos échanges habituels avec nos collègues d'un peu tous les pays. C'est bien de pouvoir continuer de le faire et continuer de le faire avec parfois les outils modernes que nous offre l'époque. Je me disais aussi, après tout, peut-être que c'est aussi une expérience intéressante. Si ça marche bien, on pourrait aussi envisager de faire quelques économies de voyage en continuant de maintenir ces webinaires, y compris lorsque le confinement aura cessé et que la circulation sera plus libre. Bien sûr, c'est pas tout à fait pareil que la rencontre, que la présence, mais il n'empêche que je crois que c'est quand même mieux que rien et c'est quand même un système assez économique. Voilà. Alors, je commence un peu autour de cette question de l'infantile. D'abord, quelques mots sur mon titre. Déconstruction de l'infantile. J'ai 2 sens différents qui sont là impliqués, intriqués l'un à l'autre. Le premier sens, c'est que effectivement, je vais avoir une perspective un peu critique sur le package général que représente ce terme d'infantile. Et puis ensuite, il y a des éléments un peu plus précis, c'est que je vais essayer de proposer alors quelque chose qui serait une analyse des composants de l'infantile, en particulier en essayant de me pencher sur l'organisation du moi infantile et les organisations précoces de la psyché humaine. Voilà, donc alors, d'abord, ce qui me gêne dans cette notion d'infantile, l'infantile, ce qui me gêne, c'est que ça soit devenu un substantif. Et je pense qu'on perd quelque chose toutes les fois qu'un adjectif qui contient la possibilité d'une diversité, qui contient la possibilité comment on appelle ça, d'un accordage, devient d'un seul coup une espèce de monument avec pourquoi pas une majuscule, pourquoi pas un statut complètement différent dans la théorie. Alors moi, je pense que j'ai rien contre les processus de réduction. Je pense qu'ils sont nécessaires pour l'abstraction, ils sont nécessaires pour la théorisation. Mais ce que je crains, c'est lorsque la réduction est trop importante. C'est-à-dire lorsqu'on arrive à un point où la réduction risque de nous faire perdre quelque chose qui est assez essentiel dans les propositions de Freud. Alors moins peut-être dans ses propositions elles-mêmes que dans ce qu'elles sous-tendent. Et là, je reprends la citation de tout à l'heure et on reviendra sur la citation de tout à l'heure de Thierry de La Mouloux parce que j'en montrerai comment, après coup, Freud aurait peut-être plus écrit la même chose. Voilà, alors, pourquoi est-ce que je suis
partisan de quelque chose qui va tenter de déconstruire l'infantile, le concept même d'infantile. C'est vrai que Freud évoque, et je trouve que c'est très important que vous ayez mis l'accent sur le fait que l'infantile, pour lui, c'est pas simplement la représentation de l'enfance, c'est quelque chose qui est en reste dans l'appareil psychique de l'enfant. C'est quelque chose qui, issu de l'enfance, n'est pas intégré en quelque sorte à la vie adulte. Et ça me paraît tout à fait important parce que là, ça marque quelque chose qui est un point fondamental qu'on va trouver dans toute la pensée de Freud tout au long de sa pensée, c'est que nous évoluons, nous nous développons, mais il y a des restes. Et il y a un retour des restes. Alors, ces restes sont parfois des restes parce qu'il y a un certain nombre de choses de l'infantile ou de l'enfance a été refoulé. On verra que peut-être il y a d'autres types de restes qui n'obéissent pas au modèle du refoulement, parce que ce sont des restes d'époque où le refoulement n'est pas organisable encore. Et ça me paraît important parce que ça met l'accent aussi sur quelque chose qui est assez essentiel dans notre pratique analytique, c'est que nous avons à travailler sur ce qui tend à faire retour de restes de notre expérience subjective et de restes qui ont été insuffisamment intégrés, insuffisamment mêlés au développement en continu du moi. Or, on ne peut pas penser qu'on va mettre sous le même terme et sous la même bannière des choses qui ont pu se passer, mettons, dans les premières semaines, voire dans les premiers mois de la vie, des choses qui se sont passées dans le courant de la deuxième enfance, des choses qui se sont passées vers 3-4 ans, ou des choses qui se sont passées vers 5-6 ans. Parce que même si les choses sont les mêmes, le moi de l'enfant, l'organisation psychique de l'enfant n'est pas la même, les traces qu'il en garde ne sont pas les mêmes, et il y a des diversités qui sont tellement importantes que je pense que c'est trop réducteur de vouloir tout mettre ça sous un même terme. Alors donc, je vais essayer de voir s'il y a la possibilité d'affiner un petit peu le modèle. Alors, il est bien clair qu'on ne peut pas non plus basculer de l'autre côté et se dire ah ben on va avoir un thème pour un terme différent pour que les expériences de la première année, puis les expériences de la deuxième année, etc. On n'en finirait plus et je ne suis pas sûr qu'on gagnerait beaucoup au change. Donc entre la réduction absolue avec le tout en un de l'infantile, ou la diversité absolue et la diversification absolue, voire le morcellement de la période de l'infantile en une succession d'époques, peut-être qu'il y a un moyen terme, et c'est dans cette direction-là que je vais essayer d'aller. Je reprends votre petite phrase de tout à l'heure pour montrer comment je pense que Freud n'aurait pas écrit après 1923 cette phrase que vous avez extraite de L'homme au loup. Si vous prenez les premières pages de ce que Freud écrit et en 1923, donc dans Le Moi et le Ça, il a une première phrase qui mérite quand même qu'on s'y arrête. Hein, qui mérite qu'on s'y arrête peut-être parce que c'est un petit peu trop facile de faire des congrès qui s'intitulent l'inconscient freudien, comme si l'inconscient était freudien, comme si il n'était pas humain. Bon, l'inconscient freudien. Alors on comprend ce que ça veut dire. Enfin quand même, les formules peuvent être un peu choquantes. L'inconscient. Alors Freud écrit très clairement en 1923 quand il introduit ce qu'on appelle cette deuxième topique, et que moi je préfère appeler cette deuxième métapsychologie, parce que je crois que c'est pas simplement une deuxième topique, c'est véritablement toute une organisation de l'appareil psychique assez différente qu'il va proposer. Il écrit la chose suivante. On ne peut plus dire l'inconscient, donc ça veut dire qu'il s'attaque au substantif, et il continue en disant parce qu'il y en a plus d'un. Et il énumère. Il y a un inconscient qui est non susceptible de devenir conscient, c'est le ça. Il y a un inconscient qui, alors lui, correspond à la dimension de l'inconscient comme refoulé, c'est-à-dire qu'il est au sein du moi. Et puis il y a le préconscient, qui est une autre forme d'inconscient qui est plus aisée, plus susceptible de devenir conscient. Si on reprend la formule, si on ne peut plus dire l'inconscient, et s'il faut retrouver l'adjectif,
C'est-à-dire, il existe des formes de l'inconscience en nous, il existe différentes formations de l'inconscient, de l'inconscience. Enfin, c'est difficile de ne pas le dire. À ce moment-là, l'inconscience à l'infantile, non. Il faudrait dire quelque chose qui serait non pas un substantif et un substantif, mais dire il existe des formes de l'inconscient que nous devons aux expériences et aux formes de la vie psychique infantile. C'est-à-dire qu'il faudrait rétablir en quelque sorte la diversité là où je pense qu'on réduit trop avec une formule qui est trop unique. Donc on peut plus dire l'infantile, à mon avis. On peut plus dire l'infantile maintenant et on peut plus dire l'infantile à partir du moment où la deuxième métapsychologie a commencé à être en place. Alors ça, c'est relativement important si, selon nos modèles de la psychanalyse. Alors c'est vrai que si on a un modèle de la psychanalyse qui est fondé uniquement sur l'ici et maintenant, après tout l'histoire, dans l'ici et maintenant, on peut s'en foutre. Enfin, en tout cas, il y a des tentatives pour tenter de s'en foutre. Moi, je me réfère beaucoup à la conception de la psychanalyse de Freud, c'est-à-dire de dire que notre travail, il se comprend. Alors, il a une formule que reprend Francis Pache et que j'aime beaucoup, c'est essayer de reconstruire le tableau du passé des années oubliées. C'est-à-dire que je pense que moi, je ne peux pas penser ma pratique analytique indépendamment de l'histoire du sujet, indépendamment de son histoire, voire du détail de son histoire, du détail des relations dans lesquelles il a vécu, du détail des situations plus ou moins traumatiques qu'il a traversées, en tout cas tout ce qui fait le défilé des événements significatifs d'une histoire. Je ne peux pas comprendre mon travail d'analyste sans ça. Autrement dit, à partir de ce moment-là, la question que j'évoquais tout à l'heure des diversités de formes de la vie psychique et des expériences infantiles devient particulièrement importante. Il y a une formule de Freud que j'aime bien et à laquelle je pense que je rallierai volontiers ma conception du travail analytique. C'est une formule qui est, alors bon, je ne parle pas allemand, donc vous allez me pardonner mon mauvais accent allemand, qui apparaît, mais Lacan l'a tellement mis en valeur, cette formule, qu'on la reprend volontiers maintenant. C'est la formule de 1932 de la nouvelle conférence sur la psychanalyse qui est « Wo es war, soll ich werden ». Wo es war, là où ça était, il faut que le ich en allemand, c'est quand même le sujet, hein, c'est pas simplement le moi, c'est le moi, mais le moi pris comme sujet. Verden, là où ça était, il faut que le sujet advienne, hein, c'est comme ça qu'on a pu le traduire. Et ce devenir sujet, je pense que c'est quelque chose qui pour moi est important. Ce qui veut dire que je pense que ce qui est en reste dans la vie psychique, ce qui n'a pas été suffisamment intégré, n'a pas été suffisamment subjectivé, n'a pas été suffisamment intégré à la subjectivité et manque dans l'actualité du sujet pour continuer, pour faire face, disons, aux situations de sa vie présente. Alors, quand on se penche sur effectivement ces restes en quelque sorte de la vie psychique, ceux qui n'ont pas été suffisamment intégrés, il y a une petite remarque tardive chez Freud puisqu'elle a lieu, enfin c'est des petites notes qui griffonnent comme ça quand il est à Londres et il griffonne un certain nombre de petites notes qui sont, moi je trouve, toutes assez extraordinaires et qui véritablement mériteraient chacune d'entre elles un congrès entier. Il griffonne une petite note où il revient en quelque sorte implicitement sur ce qu'il a pu dire sur la pulsion de mort, c'est-à-dire sur la compulsion de répétition, et il marque deux choses. Il dit premièrement, les expériences qui tendent le plus à se répéter sont les expériences les plus précoces. Et il met de manière très lapidaire, comme ça lui arrive, entre parenthèses, explication, faiblesse de la synthèse. Alors, faiblesse de la synthèse, ça veut dire que les expériences précoces n'ont pas pu être, doivent se répéter parce qu'elles n'ont pas pu être suffisamment intégrées, la fonction de la synthèse étant une fonction intégrative. Alors, quand on essaye de dire, mais alors ces expériences précoces, qu'est-ce qu'il veut dire? On en a une assez bonne idée
Si on relit un texte qu'il a écrit d'avant, qui s'appelle, enfin il y a 2 ans avant, la construction en analyse, où Freud a une espèce de fulgurance comme ça en cours de texte à propos de la problématique du délire, de l'hallucination et de la psychose. Cette fulgurance apparaît dans la deuxième partie du texte. Freud vient de se dire, tiens, mais c'est drôle, on peut pas tout remémorer, parfois ce qui revient, c'est pas sous forme de mémoire, mais ce sont des choses qui sont excessivement claires. Et cette excessive clarté indique qu'il y a quelque chose qui est venu se mêler en quelque sorte au souvenir lui-même. Et là, il a cette espèce d'insight extraordinaire. Il dit une espèce de manière à la Bourrel, hein, bon Dieu, mais c'est bien sûr, si c'est excessivement clair, c'est parce qu'il y a un élément hallucinatoire qui vient se mêler au retour du souvenir. Alors, ce n'est pas une idée qui est tellement nouvelle chez lui. Hein. C'est une idée d'abord qu'on voit apparaître au XIXe siècle chez Moreau de Tours. C'est pas très loin de ses premiers commentaires, des premiers commentaires de Freud, mais enfin, en quelque sorte, c'était passé au second plan et ça revient au premier plan. Alors cette idée-là, ben, on reviendra dessus parce qu'elle est tout à fait essentielle, mais ça va l'amener progressivement à la fin de l'article à dire, mais au fond, on peut peut-être généraliser à l'ensemble de la souffrance humaine ce que j'ai dit avant de l'hystérie. Alors la formule de l'hystérie, on la connaît tous, c'est l'hystérique souffre de réminiscence. Et on peut dire que d'une certaine manière, eh bien, ce que Freud nous indique comme ça, c'est que le fondamental de la souffrance humaine, c'est-à-dire aussi le fondamental de ce qui pousse les gens à l'analyse, c'est-à-dire aussi le fondamental de ce avec quoi nous avons affaire dans l'analyse, c'est la réminiscence. Sauf que cette réminiscence, on ne peut pas la mettre non plus en majuscule, parce qu'elle peut-être qu'il y a différentes formes de réminiscence, et que la réminiscence hystérique, c'est peut-être pas la même chose que la réminiscence psychotique. Ce qui veut dire que si on souffre de différents types de réminiscence, c'est peut-être que les inscriptions même de l'expérience réminiscente ne sont pas les mêmes. C'est quelque chose sur lequel on reviendra. Mais avant d'aller plus loin, puisque je suis sur la pratique analytique et sur le fondement de la pratique analytique, donc là on a une vectorisation du travail, hein. On souffre de réminiscence et alors la formule qui venait à l'époque c'est on guérit en se souvenant, maintenant on dirait plus aussi simplement qu'on guérit en se souvenant et on verra pourquoi, parce que peut-être qu'il existe des expériences infantiles qu'on ne peut pas remémorer, peut-être parce que l'organisation même du moi ou de la psyché infantile au moment de cette expérience n'est pas faite de telle sorte qu'on puisse créer quelque chose qui serait apparenté à un souvenir. Donc il n'y a pas de remémoration possible. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas efficace, ça ne veut pas dire que ça ne joue pas, ça ne veut pas dire que ça n'impacte pas la vie psychique, ça veut dire qu'elle n'est pas susceptible d'être organisée en souvenir, c'est-à-dire en une forme de mémoire réflexive. Je me souviens de, je me rappelle de, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose où je suis dans un rapport réflexif avec moi-même. Peut-être qu'il y a des choses qui échappent à cette réflexivité, ce n'est pas pour autant qu'elles n'agissent pas. Et alors, bon, vous le rappelez, moi j'ai beaucoup consacré de temps, je ne vais pas en parler maintenant, mais à toute une réflexion sur, je peux en dire juste 2 mots. Je me suis trouvé comme jeune psychologue, travailler dans un hôpital de jour, avec des patients psychotiques, avec des patients névrotiques, etc. Et relativement désemparé, même si j'étais à ce moment-là non seulement jeune psychologue, mais psychanalyste en formation, parce qu'il y avait un écart assez considérable entre ce qu'on me transmettait dans les sociétés de psychanalyse et ce à quoi j'étais confronté avec des patients borderline graves, psychotiques, et que je me suis dit qu'au bout d'un moment qu'il fallait, parce que je croyais fondamentalement, et je crois toujours fondamentalement dans la psychanalyse, qu'il fallait peut-être essayer d'aller un petit peu au-delà des modèles qui m'étaient enseignés, qui étaient quand même globalement des modèles qui s'appliquaient à ce qu'on appelle les économies névrotiques, et puis bon, peut-être un peu plus avant, mais quand même, on restait plus ou moins dans cette zone-là, et qu'il fallait essayer de développer des concepts, des modalités, des modèles de pensée de ce qui pouvait se passer dans ces économies, dans ces formes de réminiscence précisément dont mes patients souffraient et qui n'étaient pas du tout apparentables
à des formes de réminiscence de l'ordre de l'hystérie. Alors à ce moment-là, j'ai été quand même saisi du fait que peut-être que ce que là aussi on m'avait transmis, c'est-à-dire René, en psychanalyse, tu écoutes l'associativité des patients. Bon, mais ce qui était impliqué, implicite dans tout ça, c'est tu écoutes leur associativité verbale. Alors, il y avait aussi à l'époque Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage. Oui, enfin, en tout cas, ce qu'on faisait les lacaniens, c'était, il est structuré comme le langage verbal. Lacan n'a jamais dit est structuré comme le langage verbal, même si c'était quand même un modèle qui était là à propos du langage. Et je me suis dit, oui, mais en lisant Freud, j'ai découvert chez Freud que pour Freud, le langage, c'est pas que le langage verbal. Et que si on relit toute une série de ses travaux, on s'aperçoit qu'il a une écoute extrêmement attentive à tout ce qui peut se manifester du côté de l'affect, et pas nécessairement donc repris dans les mots, du côté du corps, du côté des agirs, du côté des pantomimes, que l'on pense à sa merveilleuse interprétation de la pantomime hystérique à propos dans l'article sur la grande crise hystérique, où il dit, mais au fond, elle raconte avec son corps une scène de viol. Il y a la moitié du corps qui est en train de mettre en évidence un homme qui essaye d'arracher ses vêtements, et l'autre moitié du corps, c'est la femme. Alors, il travaille avec la bisexualité, mais enfin, ça raconte quand même une histoire. On a la même chose dans l'article sur les rituels obsessionnels. Là aussi, vous savez, c'est l'histoire d'une femme qui tourne un grand nombre de fois autour d'une cuvette, et Freud dit, mais ça, c'est un message qui s'adresse à sa sœur, et qui lui dit, de manière symbolique, ne quitte pas les eaux sales de ton mariage avec ce mari-là, même s'il ne te va pas, avant d'avoir trouvé les eaux propres d'une nouvelle relation amoureuse. Donc un message adressé non formulé en mots. Alors en retravaillant tout ça et en repartant en particulier sur tous les travaux du début de Freud, parce qu'ils sont très très intéressants de voir Freud inventer la psychanalyse à partir en particulier dans un article qui s'appelle Psychothérapie d'hystérie, et on s'aperçoit que ça fourmille de manière explicitant la manière dont Freud écoute ses patients. Et on s'aperçoit que l'écoute qu'il développe, c'est pas du tout une écoute de l'associativité verbale, c'est une écoute de la polymorphie de l'associativité. Il écoute des fragments de mots, mais il n'écoute pas que des fragments de mots, il écoute aussi le symptôme de conversion, comment il apparaît, comment il disparaît, etc. Bon. Autrement dit, si l'associativité est polymorphique, si l'être humain s'exprime dans différents types de langage, et vous avez évoqué tout à l'heure la problématique de la symbolisation, les trois termes que Freud utilise comme représentants de la pulsion, tels le représentant affect, c'est un langage. Le représentant représentation de choses, c'est un autre langage. Le représentant représentation de mots, c'est un troisième langage. Les trois formes de représentance par lesquelles on peut approcher la pulsion, ce sont trois langages. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas véritablement réduire l'expressivité humaine et les modes de retour par là même des formes de l'infantile, on ne peut pas le réduire simplement à quelque chose qui prendrait simplement place et que l'on peut simplement écouter en écoutant les associativités verbales. Ou alors il faut les écouter mais avec des complexifications considérables, et même de toute façon, jamais on n'arrivera à entendre uniquement à partir du langage verbal, et je vous en donnerai un petit exemple tout à l'heure, quelque chose qui tente de s'exprimer à partir d'expériences beaucoup plus précoces. J'ai l'air de rien comme ça parce que je parle, mais j'ai quand même des notes. Hein. Et comme je ne veux pas déborder avec mes 45 minutes qui m'ont été données, je vais quand même essayer de... Je saute un peu. Alors, une des choses quand même qu'on peut noter, c'est que Freud situe en quelque sorte une bipartition à l'intérieur de l'infantile.
avant l'apparition du langage verbal, après l'apparition du langage verbal, qu'on peut situer en gros aux 2 premières années. C'est un coup de génie. Parce que, alors ça, il faut pas hésiter à aller voir un petit peu ce que racontent nos collègues des neurosciences. Et nos collègues des neurosciences, alors il y en a d'ailleurs un qui est aussi psychanalyste et qui a été traduit dans la revue française de psychanalyse en 2009, c'est un Italien, Mauro Mancia, et qui a un article tout à fait passionnant. Et cet article tout à fait passionnant dit il y a au moins 2 types de mémoire qui correspondent à 2 âges différents. Premièrement, et ça mérite quand même qu'on ne l'oublie pas, et on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure du refoulement, premièrement, il y a une forme de mémoire qu'il appelle implicite, qu'on appellerait maintenant procédurale avec les derniers travaux des neurosciences, ou qu'on appellerait en psychanalyse processuelle, qui est une forme de mémoire qui est non refoulable. Elle est non refoulable, non pas parce qu'elle n'est pas représentée, mais parce qu'elle est représentée sous des formes qui ne peuvent pas, en quelque sorte, être refoulées par les censures du moi. Et puis, il y a une deuxième forme de mémoire qui est dite, donc si la première est dite implicite, cette deuxième est dite explicite. Elle est dite aussi en neurosciences déclaratives. On pourrait dire qu'effectivement, ça correspond au souvenir remémorable et susceptible d'être en quelque sorte représenté, traduit dans le langage verbal. Et bon, Mauro Mancia évoque ses propres travaux et les travaux de ceux qu'il connaît, mais si on va au-delà de ce qu'il dit et qu'on se penche sur les travaux du prix Nobel Eric Kandel, qui, je le rappelle, a commencé à faire ses études à l'Institut de psychanalyse de New York, hein, et qui était quand même d'abord, il s'est tourné vers les neurosciences, mais il était d'abord passionné de psychanalyse. Si on fait appel aux travaux de Damasio, d'Antonio Damasio, de Kandel, d'Edelman, enfin, etc., de tous les pontes actuellement référentiels du côté des neurosciences, il y a une convergence qui est tout à fait manifeste sur les problématiques de la mémoire. Et vous pouvez lire de manière précise le livre que j'ai préfacé de Claudia Infurcia, qui met très très bien en évidence toutes ces convergences extrêmement étroites entre les positions de Freud sur la mémoire et les travaux actuels des neurosciences. Ce sont des arguments qui sont très très importants et qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser dans nos luttes contre l'envahissement par les TCC, contre les critiques de la psychanalyse. C'est beaucoup plus sérieux qu'on pense, la psychanalyse. Je ne veux pas rentrer dans le débat sur savoir si c'est scientifique ou pas, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais nous avons des arguments pour nous défendre et il ne faut pas hésiter à les utiliser. Bon, et ça me paraît important parce qu'on est à côté. On est attaqué. Et on est attaqué, et à mon avis, à tort. À mon avis, par des gens qui n'ont rien compris à ce qu'on faisait ou qui ont des visions tellement réductrices de la psychanalyse que ça fait rire les psychanalystes. Une des choses que dit Freud et qui est tout à fait importante. Donc, premier point, tout à fait important, bipartition avant 2 ans, après 2 ans. Je le fais à la louche, ça ne se joue pas à quelques mois près, mais c'est l'intéressant. C'est avant le développement du langage verbal et avant, c'est-à-dire le primat d'autres langages. Non pas de langage, mais non pas du langage préverbal, mais du langage non verbal. Et ce langage non verbal, pourquoi je ne dis pas préverbal? Parce qu'on a l'impression quand on dit préverbal que lorsque les mots vont arriver, tout ça va être évacué. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ça ne va pas du tout être évacué. Je me regarde là et je vois de temps en temps ma main se balader dans l'écran, que vous devez voir aussi. Ça veut dire que nous avons tout le temps une expressivité corporelle, nous avons tout le temps des mimiques, des gestuels, des postures, et nous exprimons tout le temps les choses avec notre corps. Je ne parle même pas de notre look et de tous ces éléments de notre smell, de nos odeurs et tout ça. Enfin, on communique pas simplement. Et quand on communique, c'est qu'on utilise des langages. Autrement dit, l'idée de la polymorphie expressive, je crois que c'est une idée très très intéressante et je pense qu'on ne s'en tirera pas dans la défense de la psychanalyse au XXIe siècle en n'intégrant pas toutes ces formes de la polymorphie et donc toutes les polyphonies
auquel il nous faut nous habituer si nous voulons écouter un petit peu comment ça se combine ensemble, tous ces langages. Deuxième point que Freud nous indique et qui est aussi intéressant. Et ce qu'il nous indique, c'est que d'une certaine manière, le mode de retour alors, des expériences infantiles non intégrées, ou plus ou moins bien intégrées, ou plus ou moins mal intégrées, ce mode de retour de l'infantile dépend de la manière dont l'expérience a été enregistrée, c'est-à-dire dépend de la manière dont l'organisation psychique du moment a pu s'en emparer. Et les traces de ces expériences infantiles sont étroitement liées à ce qu'était l'organisation de la subjectivité, l'organisation du moi, l'organisation psychique de l'époque. Alors ça, c'est présent très très tôt chez lui. Je vous rappelle la lettre du 6 décembre 96, lettre dite 112 et 56 dans l'ancienne traduction française, dans laquelle Freud va développer, c'est une lettre à Fliss, dans laquelle Freud va développer sa théorie de la mémoire. Et là, il dit, attention, il y a des fueros. Qu'est-ce que c'est qu'un fueros? Alors, un fueros, c'est un terme allemand qui signifie en gros ce qu'on appelait en France les privilèges, au sens où on parlait par exemple des privilèges de bouilleurs de cru, qui étaient des archaïsmes en quelque sorte d'un temps ancien qui avait été préservé. Il y a un certain nombre d'agriculteurs qui, comme ça, pouvaient arriver à fabriquer leur eau de vie, leur cognac. Bon, on s'en servait pour nettoyer, pour soigner le rhume des vaches, enfin pour différents trucs comme ça. Privilège, c'est-à-dire le fueros, c'est quelque chose d'un temps ancien qui s'est maintenu sous sa forme ancienne. Par rapport au privilège des bouilleurs de cru, il est évident qu'actuellement, tout le commerce de l'alcool est aux mains, en quelque sorte, de l'État, sauf que il y a encore quelques privilégiés qui peuvent continuer de fabriquer leur marc. Donc ça veut dire que les enregistrements premiers ont parfois ce statut de fueros. C'est-à-dire qu'ils ont été conservés dans l'état. Alors, je prends des précautions, parce qu'il est bien clair qu'il y a aussi des enregistrements premiers qui ne sont pas conservés dans l'état. C'est-à-dire qu'on subit ce qu'on appelle des réorganisations après coup. Alors là aussi, je fais donc une remarque qui se déduit de tout ce que je dis. C'est que le modèle général de l'après-coup, c'est une expérience infantile, premier temps, et puis l'après-coup, c'est un après-coup, c'est toute la sexualité en deux temps. Hein. Le deuxième après-coup, c'est un après-coup adolescent, c'est le modèle de la petite Emma de l'esquisse, etc. Enfin, ce sont des modèles avec lesquels on a l'habitude de travailler. Sauf que le problème, c'est que peut-être à partir du moment où il y a une première mémoire qui est une mémoire implicite, il faut peut-être pas penser à un modèle en deux temps, mais un modèle à minimum en trois temps. Ce qui veut dire que des expériences infantiles implicites, premières, précoces, elles vont peut-être être réorganisées au sein d'un infantile à proprement parler, c'est-à-dire de 6 ans pour dire vite, et avant d'être réorganisées éventuellement par l'adolescence. Ça complique singulièrement le modèle et ça nous donne des choses qui sont tout à fait intéressantes. Alors, j'ai pensé à une petite séquence clinique parce qu'on ne va pas. Là, je suis dans l'abstraction jusqu'à présent. Peut-être que ça peut être parlant. Je raconte cette expérience clinique un peu rapidement. Il s'agit d'une jeune patiente qui vient me voir avec une demande d'analyse. Ce que j'entends globalement dans un premier temps, c'est qu'elle est insatisfaite de ses relations amoureuses, elle est encore jeune, elle se rend compte qu'elle est dans une espèce d'impasse dans ses relations amoureuses et petit à petit, il apparaît qu'effectivement, toutes ses relations amoureuses, elle les a avec des hommes qui sont soit mariés, soit assez âgés et qu'en gros, elle ne peut pas espérer valablement faire une vie de famille avec ces hommes-là. Ça, c'est ce qu'elle met en avant dans sa demande. On démarre une analyse,
Et le travail analytique, c'est pas très étonnant, va beaucoup porter sur ses relations avec ses hommes, et donc va beaucoup porter aussi, en arrière-plan, sur qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se rejoue dans la relation avec ses hommes, qu'est-ce qui se transfère dans sa relation avec ses hommes à partir de sa propre relation avec son propre père. Et donc, on va commencer à travailler sur toute la dimension paternelle de cette psychopathologie. Je passe sur les détails parce que ça va nous prendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans, mais petit à petit, progressivement, elle va commencer à préciser un peu plus. Alors, progressivement, ce qui va commencer à changer, c'est qu'elle va lâcher ses hommes plus âgés, elle va en trouver un plus jeune, mais il y a quand même quelque chose qui lui fait problème, dont elle a beaucoup honte, dont elle a grande difficulté à parler, c'est les particularités de sa sexualité. Et puis petit à petit, et avec beaucoup de difficultés, elle commence à aborder l'organisation de son fantasme, mais vous allez voir que c'est pas qu'un fantasme. Pourrait dire de sa position sexuelle personnelle. Le fantasme, il y a une première représentation, c'est qu'elle elle ne peut obtenir la jouissance physique qu'à partir du moment où elle arrive à pouvoir s'imaginer pendant qu'elle fait l'amour qu'elle est coincée par un homme un peu plus grand, beaucoup plus fort dans une impasse, hein, c'est-à-dire elle ne peut plus avancer, elle est coincée. Alors, bien évidemment, j'entends tout ça dans la relation analytique avec moi, mais néanmoins, ça continue. On continue de perlaborer en quelque sorte ce fantasme-là. Et cet homme la force. Elle est violée. Et puis, elle aura encore un certain temps avant de me dire que c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'elle a ce fantasme-là, mais sa jouissance passe par le fait que, en même temps qu'elle a cette idée-là, c'est mis en scène dans sa sexualité et qu'elle demande à son partenaire de la pénétrer par l'anus, c'est-à-dire de la sodomiser. Autrement dit, c'est pas qu'un fantasme, c'est un fantasme-action. C'est un fantasme qui met en scène dans la représentation psychique quelque chose qui est en même temps actualisé dans la relation. Alors, pour la compréhension de tout ça, c'est là où j'avance, progressivement, moi je m'intéresse à son rapport au forçage, puisque au fond ce qu'elle me dit, c'est qu'elle jouit du forçage. Et qu'est-ce qui va apparaître progressivement? Ce sont les théories de son père. Et on va avoir toute une série de souvenirs qui vont revenir sur le fait que son père lui dit « Mais écoute ma fille, tu sais, c'est difficile la vie, il faut se forcer, ça vient pas tout seul, c'est comme ça que c'est bien. » Et on s'aperçoit qu'il y a une théorie qui lui a été transmise, c'est ce qui est bon, ce qui est bien, c'est de se forcer et d'être forcé. Alors à partir du moment où on commence à mettre ça en évidence, donc cet élément de forçage, il y a quelque chose qui commence à muter dans sa sexualité. Et il y a quelque chose qui mute aussi dans l'atmosphère transférentielle, puisque progressivement, ce qui passe de plus en plus au premier plan, c'est quelque chose qui est tout à fait important, c'est que, alors, ça va commencer à revenir avec, bon, elle avait tout le temps plus ou moins des problèmes gastriques dès le début de l'analyse, et puis ça s'était estompé avec l'analyse, et moi je pensais qu'on n'entendait plus parler, et là ça revient sur le devant de la scène. Donc il y a un retour d'un symptôme qui s'était estompé pendant 2 ans et demi, 3 ans, et qui fait retour de manière de plus en plus bruyante. C'est-à-dire qu'elle commence à me parler de plus en plus du fait que entre les séances, elle a des aigreurs d'estomac, elle a des douleurs d'estomac, elle a des brûlures d'estomac, qu'elle n'est pas bien, etc. Bon. Tout ça dans un contexte dans lequel ce qui passe au premier plan, c'est la relation avec sa mère. Donc on a un contexte en quelque sorte transférentiel qui est plutôt du côté d'une problématique maternelle. Et puis un beau jour, elle arrive en séance et dans la salle d'attente, alors que généralement les douleurs d'estomac avaient lieu entre les séances,
dans la salle d'attente, elle est prise de violentes douleurs à l'estomac. Elle rentre en séance, elle s'allonge, elle se tord de douleur. Et bon, elle arrive à me dire, mais avec pratiquement sans pouvoir véritablement parler, qu'elle a mal, que j'entends que ça la brûle. Et surtout, alors elle me dit pas quoi, elle me dit pas où, mais par contre, je vois sa main qui se pose sur son sternum, sur son estomac, et je suis très très embêté. Je suis pas très loin de dire non mais attendez, allez vous faire soigner. On peut pas faire une séance de psychanalyse avec cette souffrance qui est aussi forte. Je suis pas très loin de ça, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose avant, de tenter quelque chose avant. Et je finis par lui dire, lorsque vous étiez bébé, je savais qu'elle avait été élevée au biberon. Lorsque vous, parce que c'est des choses qu'on avait déjà évoquées avant. Lorsque vous étiez bébé, les biberons que votre mère vous donnait étaient trop chauds, ils vous brûlaient. J'essaye. Pas très content de moi, mais je me dis, bon, de toute façon, il faut que j'essaye quelque chose, et puis si ça marche pas, ben, je lui dirai de rentrer chez elle, se soigner. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait intéressant. Alors elle commence par me répondre, j'en sais rien. Elle m'aurait dit oui, oui, je me souviens très bien, j'aurais été très très inquiet. Mais elle me dit non, j'en sais rien. Mais au moment même où j'ai parlé de la brûlure des biberons, la douleur à l'estomac s'est arrêtée. Ah, alors ça m'intéresse, parce que c'est comme si j'avais mis en mots quelque chose du contexte relationnel premier, comme si j'avais créé en quelque sorte une scène représentationnelle qui reprenait la sensation et qui l'intégrait à l'intérieur d'un scénario narratif ou susceptible d'être narré. Alors, je vais très vite. Et pour vous dire qu'ensuite, on a travaillé sur la mer brûlante, la mer trop chaude, sur le père qui éteint pas la mer. Enfin bref, on a travaillé, on a repris ça dans un contexte familial et l'analyse a poursuivi son cours. On s'est pas arrêté là-dessus. Mais moi, j'ai été extrêmement intéressé par le fait que on passait du forçage par le père, de cet élément-là, du fait que quelque chose restait d'un forçage toujours présent dans sa sexualité, alors qu'à partir du moment où on a commencé à travailler la question du forçage par la mère et dans la relation précoce, tout ça, progressivement, ça s'est estompé. C'est-à-dire que j'aurais tendance à penser, et c'est le commentaire du premier après-coup, vous me dites si j'ai encore beaucoup de temps, Elena? Encore 10 minutes? 10 minutes, bon ça va. Encore 10 minutes? 10. Donc j'ai tendance à penser la chose suivante, c'est qu'il y a eu dans la relation avec parce que la question qui était quand même posée, c'est son père lui dit, il faut se forcer ma fille, etc. Elle a quand même sacrément intériorisé ça. Pourquoi est-ce qu'elle était, qu'est-ce qui a fait le terreau du fait que cette parole paternelle a pris tant d'importance pour elle? C'était ça ma question. Et avec les forçages premiers dans la relation avec la mère, je commençais à avoir des linéaments de réponse, c'est-à-dire en quelque sorte, elle avait été formée au forçage d'emblée. Donc, là, on a un premier après-coup. Alors peut-être qu'il y a un deuxième après-coup au moment de l'adolescence, mais ce premier après-coup, déjà, il est important. Autrement dit, il y a des expériences infantiles primitives, précoces, qui ont déjà été repris et réorganisés au sein donc des expériences d'avant les 2 premières années, des 2 premières années, qui ont déjà été reprises et réorganisées sous le primat des organisations psychiques de 2 ans, 6 ans, pour dire vite, c'est-à-dire la sexualité infantile au sens courant du terme. Et peut-être qu'il y en a qui ont été tellement de nature traumatique qu'elles ont donné lieu à des modalités de contre-investissement de la sensation, de contre-investissement de l'expérience, de clivage.
qui fait qu'elles n'étaient pas disponibles pour être éventuellement, potentiellement réorganisables. Je vais prendre les 10 dernières minutes qui restent. J'essaye de vous dire quand même l'essentiel de ce que j'ai à vous dire en sautant les étapes, mais c'est ce qu'il y a de formidable dans la clinique, c'est qu'avec une petite séquence clinique, on dit énormément de choses, et alors que là où le développement métapsychologique est beaucoup plus complexe et important. J'en passe donc à mon deuxième point, et puis j'essaierai de faire un package un peu global entre le deuxième et le troisième. À partir du moment où on arrive à l'idée que les enregistrements se font sur le modèle de l'organisation psychique du moment. À ce moment-là, il y a une question qui apparaît et qui est tout à fait importante pour moi, c'est est-ce qu'on peut arriver à penser, à théoriser les différentes organisations psychiques de la vie psychique infantile? Est-ce qu'on peut arriver à avancer dans une représentation métapsychologique des problématiques infantiles aux différents âges? Je vais tout de suite dire quelque chose qui me fera faire l'économie de parler de toute la problématique de la pulsion. Je comptais aborder ensuite. Vous savez que dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité, Freud va proposer une première théorie des pulsions infantiles et dans laquelle il y a un stade oral avec une pulsion orale, un stade anal avec une pulsion anale, un stade phallique avec une pulsion phallique, que ça va donner lieu à toute la théorie des pulsions dites partielles, que ça va donner lieu à toute une théorisation de la réorganisation des pulsions partielles sous le primat du phallique, enfin, etc. Il y a tout un ensemble conceptuel qui reste encore parfois utilisé par certains de nos collègues. Bon. Sauf qu'en 1914, Freud introduit le moi. Ce que je suis en train de dire de l'arrivée de la deuxième métapsychologie, ça ne peut pas se penser si Freud n'a pas le concept de moi. Mais alors la question qui va se poser, c'est est-ce que la théorie ou les théories des pulsions partielles que Freud a évoquées en 1905, révisées en 1915, etc., est-ce que ces théories des pulsions partielles, est-ce que ça vaut toujours à partir du moment où Freud a organisé le moi? Ou est-ce que la nouvelle question qui apparaît dans la métapsychologie de Freud, c'est plus la question de pulsions qui seraient orales ou qui seraient anales, mais de pulsions qui sont organisées par un moi précoce ou organisées par et réorganisées ensuite par le moi au fur et à mesure qu'il se développe. Et j'ai trouvé en 1926 dans Inhibition symptômes angoisse cette magnifique phrase de Freud qui me dit que je ne suis pas sur une piste complètement idiote. Il dit à un moment donné, Freud dit à un moment donné, l'organisation anale de la pulsion. Ça veut dire qu'il est passé d'une pulsion anale à une pulsion qui est organisée sur un modèle anal, et l'organisation, ben, effectivement, elle vient du moi. Autrement dit, et c'est pas un hasard aussi, si on voit arriver la fameuse troisième théorie des pulsions, l'émotion pulsionnelle, etc., si on voit arriver une modification dans les formulations de Freud, on n'est plus dans la pulsion orale, la pulsion anale, la pulsion phallique, on est dans la pulsion, et elle est organisée de manière différente selon le degré de maturation, d'évolution, d'organisation de la psyché humaine et du moi. Alors vous voyez, ça c'est tout à fait considérable parce que ça veut dire que l'introjection pulsionnelle, qui passe alors au centre de la question, elle va se faire suivant le mode d'organisation que le moi a pu développer. Alors, donc je laisse tomber cette question-là, mais si on veut, on la reprendra dans les questions parce que ça ouvre des tas et des tas de questions tout à fait essentielles sur l'analyse du narcissisme, sur les impasses de l'analyse du narcissisme, quand on ne travaille pas sur les processus en tout de suite, tout seul, tout ensemble, tout en un, tout au centre, etc., avec toute une série de variantes de ces logiques du tout qui correspondent à des restes, à des résidus de mode d'organisation infantile précoce du moi.
Et alors, avec le moi idéal, l'idéal du moi, et bien sûr, toute la problématique du surmoi qui va se mêler à ça. Mais j'en viens à des choses qui me paraissent intéressantes et qui sont peut-être de formulation un peu différente de ce qu'on a d'habitude. Si on se penche sur l'organisation du moi, alors d'abord, il y a une chose qui va apparaître de manière massive chez Freud, c'est que il n'y a peut-être pas moyen de penser la question de l'organisation du moi infantile sans penser le contexte relationnel dans lequel ce développement a lieu. Vous vous souvenez de cette phrase de Winnicott qui a fait Florence, un bébé ça n'existe pas. Bon, eh ben on pourrait dire qu'un enfant ça n'existe pas de la même manière, un infant ça n'existe pas de la même manière, c'est-à-dire si on ne prend pas en compte l'ensemble de l'organisation des relations et des communications dans lesquelles il se développe. Bon, ça me paraît important. C'est pas du tout un hasard si en 1921 Freud introduit d'emblée, dès la première page, cette formulation tout à fait essentielle en disant la psychologie individuelle est d'emblée une psychologie sociale. Une psychologie sociale, ça ne veut pas dire une psychologie des grands groupes. Psychologie sociale, ça veut dire psychologie de la relation avec l'autre. Donc l'objet est introduit. Et si on continue dans psychologie des masses et analyse du moi, on va s'apercevoir que Freud va inventer, là aussi, le concept était déjà présent, il est présent dès l'interprétation des rêves, mais là, il prend une toute autre tournure. Il va inventer le concept qui va nous permettre de prendre en compte l'objet à l'intérieur d'une problématique de l'intrapsychique. Et le concept qu'il invente, c'est le concept d'identification. Et l'identification, c'est la manière dont nous essayons de penser l'impact de l'objet sur le sujet à l'intérieur de la psyché du sujet. Si on avait du temps, je vous défilerais les 15 termes qui définissent, alors je vous le fais très vite, identification narcissique, identification incorporative, identification introjective, identification endocryptique avec les Torok et Abraham, identification symbolique, identification à l'agresseur. Enfin, on a un seul terme, là aussi l'identification, pour décrire des processus qui sont extraordinairement éloignés les uns des autres. L'identification incorporative, l'identification symbolique, est-ce qu'on peut véritablement mettre sous le même terme des processus aussi différents? Identification projective, identification introjective, identification hystérique, parce que je n'avais pas... Enfin, bref, on voit que ça pose un problème. Mais c'est intéressant parce qu'on a une proposition générale. Freud dit, si on veut penser la place et l'impact de l'objet à l'intérieur de la psyché du sujet, il faut la penser à partir, enfin il ne le dit pas comme ça, c'est moi qui le dis comme ça, il faut le penser à partir du concept d'identification, mais on a une telle variété des concepts d'identification, des modalités processuelles, que ça veut dire qu'on prend en compte aussi la variété des objets. Il y a des objets symbolisants, puis il y a des objets dont l'ombre tombe sur le moi et qui provoquent des incorporations. J'en viens à une première proposition, et peut-être que j'aurai le temps d'en dire quelque chose et de m'arrêter là-dessus. Ce qui délimite le moi. Alors ça, là on est en 1920, au-delà du principe du plaisir, et Freud va avoir un certain nombre de propositions, on va dire sur l'origine du moi, mais pas simplement sur l'origine. Vous vous souvenez, c'est là qu'il dit que le moi est la projection d'une surface, mais il dit d'autres choses. En gros, il va commencer à développer quelque chose qui s'est beaucoup développé dans l'après-Freud, c'est la théorie des enveloppes du moi. Et il va dire, en gros, je le schématise, il va dire en gros, les enveloppes du moi sont des dérivés de la perception, et d'abord, elles se constituent à la périphérie, ce sont des enveloppes, et puis ensuite, elles vont devenir des noyaux du moi.
alors ça c'est intéressant, cette espèce de théorisation un peu paradoxale d'une enveloppe noyau, c'est à la fois à la périphérie et en même temps c'est au cœur, au centre du moi. Si on reprend le schéma qu'il propose en 1923, qui met en scène le ça, le surmoi, le moi, etc., on s'aperçoit qu'effectivement, le noyau du moi, c'est quelque chose, si on veut le situer dans cette topique-là, qui serait à la frontière entre le ça et le moi. Alors, bon, comment ça fonctionne pour Freud? Alors, on a une réponse en 1924. Vous voyez, le fait qu'on a une réponse en 1924, ça veut dire que c'est pertinent de se poser la question. Ça veut dire que ça continue de travailler Freud. Ça veut dire qu'il continue de travailler et d'essayer de sophistiquer un peu son modèle. 1924, c'est la note sur le bloc magique. Et là, Freud va dire, oh là là, j'ai trouvé un truc formidable. Et ce truc formidable, c'est les ardoises magiques. Les ardoises magiques, ça fonctionne un peu comme notre appareil psychique. Et il va décrire les différents feuillets de ces ardoises magiques. Je passe vite dessus, je vous renvoie à son texte, c'est un texte magnifique, et dans lequel Freud va faire jouer quelque chose qui est tout à fait essentiel. Il va faire jouer une dialectique entre deux processus. Premièrement, un processus de collage. Deuxièmement, un processus de décollage. Alors, moi, je suis resté en arrêt sur le processus de collage et le processus de décollage, et je me suis dit, mais comment ça fonctionne avec tous les travaux actuels sur les enveloppes? Alors, les travaux actuels sur les enveloppes, je les évoque rapidement. On a le moi-peau dans les yeux, bien sûr. On a l'enveloppe visuelle, dont moi j'avais fait l'hypothèse de mon premier travail de doctorat, qui a été ensuite, enfin c'est pas mon hypothèse, mais il a retravaillé ça à sa manière, Guy Lavallée, dans les enveloppes visuelles. On a l'arrivée des enveloppes narratives, qui sont des enveloppes, Anzieux avait proposé l'enveloppe sonore. On a eu toute une série de travaux de Didier Houzel sur l'habitat, enfin bref. Et puis alors maintenant, chez les familialistes, les enveloppes, ça court les rues, etc. Donc il y a eu une profusion de travaux sur les enveloppes, mais il ne faudrait pas perdre l'essentiel du modèle. Et l'essentiel du modèle, chez Freud, c'est que c'est d'abord un modèle d'inscription. C'est ça l'idée du bloc magique, c'est ça qui l'intéresse. C'est l'idée de la trace, c'est l'idée d'inscription, c'est l'idée de l'impression, c'est l'idée de comment ça s'imprime. Et ça s'imprime dans un double système qui décrit coller, décoller. Alors là, je tombe, parce que je suis passionné aussi par tout ce qui concerne le vivant, sur les travaux de Francesco Varela. Francesco Varela, c'est un ponte des neurosciences, et je vous invite vivement à lire son merveilleux bouquin qui s'appelle L'inscription corporelle de l'esprit. C'est un merveilleux livre à lire si tous ceux qui pense qu'on fait la différence, enfin qu'il faut faire la différence entre la perception et la représentation. Lisez ça, vous verrez que ça ne tient pas la route sur un plan neurobiologique. On peut lire aussi notre professeur du Collège de France qui s'appelle Alain Berthos, qui est absolument congruent avec ça. L'opposition entre la perception et la représentation n'est pas une opposition pertinente. C'est pas où je perçois, où je représente, parce que la perception est une représentation. Bon, voilà. Bon. Alors ça correspond quand même à quelque chose qui est tout à fait fondamental et qui est quand même quelque chose qu'on a chez Freud, c'est que tout ce qui pénètre à l'intérieur de l'appareil psychique est transformé en représentation. Elles peuvent être très frustres, ces représentations. Mais quand je lis il a eu une expérience sans représentation et que ça a provoqué une terreur, je me dis, mais qu'est-ce qui aurait provoqué une terreur s'il n'y avait pas eu un minimum de représentation? Bon. Donc, autrement dit, notre appareil psychique et tout notre cerveau fonctionne sans arrêt en fabriquant de la représentation. Alors, ce que dit Varela, donc ça, c'est, si vous voulez, c'est le point fondamental. Ce que dit Varela, c'est tout être vivant va se caractériser par le fait qu'il va développer une enveloppe qui va délimiter un milieu du dedans, un milieu intérieur, comme dit Claude Bernard, et un milieu extérieur. Et cette enveloppe, eh ben, c'est pas un contour, c'est un
processus de transformation. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur du milieu intérieur a un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres, et que si quelque chose du dehors rentre à l'intérieur et n'obéit pas à ces caractéristiques, ça détruit le milieu intérieur. Bon, alors, on peut prendre des exemples très très faciles avec notre peau. Ça fait partie de ce qui permet que l'intérieur de notre corps reste à 37 degrés. 37 degrés, il fait moins 5 dehors. Je mets des pulls, etc. Mais enfin, quand même, globalement, j'ai des parties de moi qui sont mis au froid et je reste quand même à 37 degrés, 36, 7, 36, 8, ce que vous voulez. Tout ce que je mange, je le transforme. Si on me fait une piqûre d'air dans les veines, je meurs parce qu'elle n'est pas transformée. Donc, c'est pas l'oxygène, si c'est pas transformé, si c'est pas modifié par tout mon système respiratoire, si ce que je mange n'est pas modifié par tout mon système digestif, c'est impropre. Ça me rend malade. Donc, ça veut dire que tous nos rapports avec le dehors sont transformés. Et pour ce qui concerne notre cerveau, pour ce qui concerne notre appareil psychique, c'est pareil. Nous ne pouvons pas intégrer quelque chose à l'intérieur de notre appareil psychique si ce n'est pas transformé en représentation. Ça veut dire que quand on a une perception, on commence par la décomposer. On la désintègre comme on désintègre la pomme qu'on mange, etc. Comment on la désintègre? On met la forme quelque part dans le cerveau, on met la couleur dans un autre endroit, la distance dans un troisième endroit, et puis on fait une carte. Et cette carte-là, c'est la représentation. C'est exactement le modèle que nous propose Freud de la représentation en 1891 dans le travail sur la fésine. C'est exactement le modèle de la représentation de Freud. C'est pareil pour l'objet et c'est pareil effectivement pour les mots. Bon. Alors ça est intéressant parce que ça va être fini, non? Bon, allez, je dis juste rapidement, en 2-3 minutes, l'essentiel de ce que je voulais dire. Je peux vous le dire soit à partir d'une petite vie. Non, je vais vous le dire en 1 minute et puis après je vous le dire en 1 minute et demie une vignette clinique qui va montrer comment ça fonctionne. Je vous le dis en 1 minute. Les impacts de ce que nous recevons sont d'abord reçus. Alors, il faut penser que les enveloppes s'emboîtent les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'à une époque, l'enveloppe dominante, c'est effectivement ce qu'en yeux appelle le moi-peau. Mais ça veut dire que les yeux touchent, ça veut dire que les mots touchent, ça veut dire que ce système du moi-peau, ça ne concerne pas que la peau, ça concerne toute la sensorialité. Et puis ensuite, c'est réorganisé, c'est le stade du miroir de Lacan, etc. C'est réorganisé sous le primat du visuel. Et il y a des caractères, et donc ça va donner ce qu'on a travaillé sous le terme d'enveloppe visuelle. Mais la première enveloppe, donc il y a un travail de réorganisation progressive qui s'effectue. Et puis ensuite, tout ça va être, dans la mesure du possible, réorganisé sous le primat du narratif, sous le primat de l'appareil de langage, sous le primat du sonore, etc. Bon. Quelles sont les caractéristiques de la peau première? Je vous disais tout à l'heure, Freud dit d'abord c'est collé, ensuite c'est décollé. Eh bien oui, dans un premier temps, c'est collé. Et toutes les caractéristiques du moi-peau, c'est que ça colle, ça touche. Ça me touche au niveau de la peau. Et ce qui me touche crée une espèce de représentation interface entre ma peau touchée et l'objet qui me touche. Et c'est compliqué d'arriver à différencier précisément ce qui me touche de ce qui est touché. C'est compliqué en tout cas de le différencier pour les tout petits enfants. Plus tard, on va arriver à faire des systèmes sophistiqués parce qu'on aura inclus d'autres enveloppes qui vont nous permettre de le différencier. Mais pour les petits bébés, c'est pas tout à fait. Enfin, pour les nourrissons, c'est pas possible. Ce qui veut dire que la première forme, donc entre ça et moi, la première forme dont le ça, on va dire comme ça, touche le moi, c'est sous la forme de l'enveloppe peau. Ce qui veut dire, et alors là c'est la théorie que Anzieux propose, des signifiants formels. C'est-à-dire, c'est pas un sujet, un objet, mais un ça. Ça glisse, ça tombe, ça me pénètre,
ça me perce, ça me brûle. Hein. C'est un peu ce que ma patiente disait sur le divan, ça la brûle. Alors elle le disait avec la main, j'ai entendu brûler, c'était à peine audible en mots, mais en tout cas c'était dit aussi avec la gestuelle. Hein, ça me brûle. C'est un signifiant formel. C'est un signifiant de forme, mouvement, sensation. Forme, mouvement, sensation. Il y a des trois éléments qui sont là. Bon. Mais ça colle. Au fur et à mesure que je me développe, et c'est aussi ce qui fait que vraisemblablement, on ne peut pas le remémorer, parce que la remémoration, ça suppose une mise en scène, ça suppose, comment dire, ça suppose l'organisation d'une représentation de choses, mais qui est une représentation de choses scénique, scénarisée, un fantasme, comme on les appelle chez nous. Et ça va se produire lorsqu'il va y avoir une réorganisation qui va se faire sous le primat de l'enveloppe visuelle. Mais le primat de l'enveloppe visuelle, en gros, ça va arriver dans le 4e semestre de l'année, c'est-à-dire entre le 18e mois, enfin le 4e, 18e et 24e mois. Hein, en gros, dans ces 6 mois-là, c'est là que se met en place ce que Lacan a appelé le stade du miroir. Ça commence à se mettre en place. Si on a du temps dans la discussion, je vous montrerai avec un certain nombre de travaux que c'est pas parce que ça commence à se mettre en place que c'est en place, mais ça commence à se mettre en place là. Mais ce que ça va rendre possible, c'est la différenciation entre un objet et un sujet. Et ça va commencer à pouvoir rendre possible la création d'une scène, la création d'un scénario. Alors, pour finir, en 1 minute, 2 rêves d'un patient. Je passe sur les caractéristiques de ce patient, je vous en parlerai plus avant si vous voulez tout à l'heure. Il rentre la suite de vacances et il me dit « Oh là là, ça va mieux. J'ai fait un rêve qui montre que ça va mieux. » Et le rêve, c'est 2 parties se rejoignent. Alors j'aurais pu faire une interprétation sur « Ah oui, on se retrouve après les vacances. » Je ferme ma gueule et j'attends. Et puis, un peu plus tard, un peu plus loin, il me dit « Ah mais oui, j'ai fait un 2e rêve qui montre que ça va mieux. » Et voilà le 2e rêve. 2 planches s'assemblent, ça fait comme une luge. Je monte sur la luge, je glisse sur la neige, et au bout d'un moment, je peux arrêter la neige et remonter. Et il commente en me disant « Vous voyez que ça va mieux. Avant, ça ne s'arrêtait jamais. » Alors, par rapport à ce que je viens de dire, on voit bien comment la première forme de symbolisation qui met en place 2 parties s'assemblent, c'est effectivement quelque chose qui est c'est le coller qui est important. Et puis, progressivement, il va être capable d'opérations secondaires beaucoup plus complexes. 2 planches s'assemblent, c'est déjà un objet. Il monte sur la planche, le sujet apparaît, il s'auto-représente. Il glisse. Alors, il avait une mer froide, cet homme. Donc, la neige, c'est effectivement quelque chose qu'on avait déjà pu évoquer. Il glissait interminablement sur une mer froide. Bon. Mais comme le sujet est aux commandes à ce moment-là, donc on a une représentation du sujet, on a une représentation de l'objet. C'est un scénario qui peut me raconter. Et effectivement, à ce moment-là, comme il est aux commandes, il peut aussi arrêter la luge et remonter. Voilà, on ne va pas remonter le temps, mais je vais peut-être m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et j'espère que quand même l'infantile était au rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup René, merci vraiment beaucoup. Il nous reste qu'un petit quart d'heure de discussion. Alors, avant de commencer, moi j'ai des questions, mais je vais laisser la parole aux participants. Avant de commencer avec les questions, je voulais suggérer déjà que ceux qui souhaitent poser leurs questions, ils peuvent toujours le faire parce que nous pouvons par la suite, donc vous avez devant vous là, les modalités pour soumettre vos questions. Nous allons les garder et nous pouvons continuer avec des réponses par mail. Donc René pourrait répondre aussi par mail ou nous pouvons le faire pour
Oui. Alors, je vais commencer par une question. Donc, slide, please. You can get it off. Lucille, can you? Thank you. Alors, la question. En suivant la lettre de Freud à Fliss du 6 décembre 96, la lettre dans 52, nous sommes bien un dessin de l'infantile. Nous sommes à travers les indices de perception, sans inscription, à l'interface de ce qui à la fois est interne et externe. Nous sommes ici un dessin de l'inconscient, puisque l'inconscient apparaît ici dans l'inscription suivante. Je suppose que la demande, c'est de commenter cette proposition, René. Je réponds tout de suite. Oui, oui, oui. Mais, en 1896, Freud n'a pas le ça. Il n'a pas le ça. Il commence à avoir le concept d'inconscient. Alors il dit, si ma mémoire est bonne, que la deuxième trace, c'est déjà une trace conceptuelle. Donc ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui est construit, pensé, etc. La trace mnésique perceptive, si on reprend toute l'histoire de la topique freudienne, donc en 1896, la mémoire est écrite plusieurs fois, dit-il. Première trace, deuxième trace, troisième trace. Il y a 3 traces. Mais le modèle de Freud, à ce moment-là, va être de réduire les 2 premières traces en une seule. Et il va dire, oui, non, mais la trace perceptive, la trace mnésique perceptive, si elle est investie de manière extrêmement importante, ça donne une perception hallucinatoire. Si elle est investie de manière beaucoup plus réfrénée, de manière liée, à ce moment-là, ça va donner une simple représentation. Et donc, il est dans un modèle où, en fait, la première et la deuxième trace vont se coller l'une à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très bien apparaître, par exemple, dans les textes de 1915, où Freud dit 2 traces, 3 traces, etc. Bon. Le problème devant lequel il est, et le problème sur lequel il va buter, c'est celui de la mélancolie. Et c'est le modèle de la mélancolie qui va entraîner, c'est la question posée au modèle psychanalytique par la mélancolie qui va entraîner donc ce qu'il appelle les névroses narcissiques, qui va entraîner toute la refonte. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est une refonte topique, je pense que c'est une refonte métapsychologique profonde. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, alors je rappelle quand même le contexte, hein, il s'agit de passer de l'identité de perception, c'est-à-dire la recherche du tout, la recherche de l'identique, à l'identité de pensée, c'est-à-dire à la recherche de quelque chose qui est en partie semblable, avec une similitude qui fait que ce qui est semblable symbolise la totalité. Identité de perception, c'est je veux retrouver ma mère tout entière. Identité de pensée, c'est j'ai un certain nombre de souvenirs de ma mère et je vais m'en contenter. Je peux faire le deuil de ma mère grâce à le passage de l'identité de perception à l'identité de pensée. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on peut faire un deuil possible. Le problème devant lequel on est avec la mélancolie, c'est qu'il n'y a pas ce passage. Alors, qu'est-ce qu'on fait psychanalytiquement? On dit aux gens, vous savez, votre mère, elle ne reviendra pas, hein, vous ne pourrez plus jamais. C'est pas de la psychanalyse. Et la question psychanalytique, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des sujets qui peuvent faire ce passage de l'identité de perception à l'identité de pensée, et qu'il y a des sujets qui n'y arrivent pas, et qui n'arrivent pas à faire le deuil, et donc sombrent dans les problématiques mélancoliques. Et là, ce que Freud va, premièrement, alors ce qu'il va dire, bon, enfin, il faudra avoir beaucoup de temps pour analyser le texte de Mélancolie, mais contrairement à ce qu'on dit, la problématique de la mélancolie, c'est pas une problématique de l'objet perdu. Freud est très clair. La problématique de l'objet perdu, quand on accepte de le perdre en quelque sorte, c'est la problématique du deuil. La mélancolie, c'est la problématique d'un objet décevant, dit Freud.
Et alors ça va, bon, alors je vais pas, là je vous renvoie à des tas de choses que j'ai écrites parce que j'ai écrit beaucoup sur ce point-là. Ça va entraîner Freud d'abord à essayer d'une espèce de tomber sur une espèce de paradoxe dont il va s'en tirer en rétablissant les trois traces. Le paradoxe, ça serait le suivant. Pour symboliser, il faut faire le deuil de l'objet. Donc renoncer à l'identité de perception pour passer à l'identité de pensée, c'est ça. Donc pour symboliser, il faut faire le deuil de l'objet, mais pour faire le deuil de l'objet, il faut avoir symbolisé l'objet. Et là, d'un seul coup, ça ne va plus, parce qu'on est en plein paradoxe. Et ça va amener, je pense, Freud à petit penser que les deux traces, ce n'est pas simplement un problème d'investissement, c'est pas un problème simplement de transformation de l'investissement, c'est de modification de la quantité d'investissement, c'est un modèle de transformation de la trace. Alors, la démonstration, on l'a au début de Le moi et le ça, quand Freud vient dire le ça, et donc là, on va rétablir trois traces, hein, le ça, l'inconscient, le préconscient conscient. Et quand Freud va dire, mais la première trace, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'infantile, c'est celle du ça, qui est aussi le réservoir en quelque sorte c'est pas que le réservoir des pulsions, c'est les pulsions qui investissent les traces premières. Eh bien, le ça, il est non susceptible de devenir conscient sous cette forme-là. Voilà ce que dit Freud. Ça veut dire que Freud, à ce moment-là, accepte de penser que entre la première trace et la deuxième trace, il doit y avoir un processus de transformation. Le processus de transformation, c'est celui que je décrivais tout à l'heure avec les enveloppes, c'est celui que j'ai essayé de décrire avec la symbolisation. La symbolisation, c'est un système de transformation, c'est le système de transformation par excellence, et c'est le système de transformation réflexive. Et effectivement, il est nécessaire pour faire passer de la première trace à la deuxième trace. Je ne sais pas si ça vous va, j'ai essayé d'être clair. Oui, très bien. Nous avons une une invitée spéciale. Alors, c'est bon. Alors, il y a Florence Guignard qui voudrait poser une question. Merci Florence, bonjour. Allez-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien même. Bonjour René et merci pour ce développement très agréable comme c'est toujours quand on t'écoute. C'est un bon moment qui fait penser. Comme tu peux l'imaginer, mon point de vue épistémologique est très différent pour définir l'infantile. Et je ne doute pas un instant que tu le connais. J'aurai d'autres occasions de le développer, donc je ne vais pas le développer ici. Je dirais seulement que pour moi, l'infantile, c'est tout sauf un monument. C'est une constellation mouvante, arrimée aux pulsions et au fonctionnement psychique, notamment dans la relation avec autrui et avec soi-même. J'en ai fait ce que j'ai appelé par la suite d'ailleurs un concept de troisième type, c'est-à-dire un concept qui définit les liens entre les liens. Donc c'est plus mouvant, difficile de trouver. Je l'ai lié de façon première à la pulsion qui pulse la vie durant, je pense que tu es toujours d'accord. Cette expression va se colorer de façon permanente et constamment différente par l'histoire du sujet et de ses ascendants aussi. L'après-coup est naturellement inclus dans cette description de l'infantile et chaque fois impliqué dans les différentes nuances d'expression de cet infantile qui donne le ton à la personnalité de chacun d'entre nous. Je me suis intéressée au devenir de l'infantile dans la relation analytique, précisément pour déconstruire et analyser cette relation, comme tu le fais aussi pour beaucoup d'autres choses, la complexité du champ, et pour ça aussi, la complexité du champ analytique, de la relation transféro-contre-transférentielle, etc. Le bonheur de la chose, c'est précisément, je suis bien d'accord avec toi, ce que nous apportent les neurosciences. Et je travaille depuis plusieurs années avec la découverte de la mémoire implicite
appelée aussi, y compris par Mauro Mancia, mémoire procédurale. Et comme toi, certainement, je travaille aussi avec les recherches en périnatalité, notamment les compétences voire anténatales, concernant par exemple la précocité de l'attention, la question du rythme, etc. Tu connais ça par cœur. Donc, on a des trajets, des procédés qui sont analogues et heureusement pas pareil, parce que ça serait pas amusant ni intéressant sans ça. Alors, concernant les soi-disant stades du développement, comme toi, il y a en effet très longtemps que je les ai abandonnés, si jamais j'ai adhéré à ça. Et j'adhère comme toi à la qualification de la pulsion, mais j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ce que je vais dire. Je pense que les qualités orales, parce que tu les qualifies, tu as raison, ta critique sur le concept d'infantile, là, je suis pas d'accord avec ça parce que j'en ai fait un concept différent de ce que tu décris. En revanche, je suis d'accord pour qualifier avec toi après Freud, oral, anal, phallique, etc. Mais je pense que ces qualités ont l'occasion de surgir la vie durant chaque fois qu'il y a un mouvement pulsionnel. Ces qualités se représentent ou peuvent se représenter. En tout cas, c'est une possibilité. Enfin, je partage complètement tes réflexions sur l'identification et sur les enveloppes du moi qui deviennent ensuite des noyaux du moi, c'est-à-dire toutes ces composantes sont passionnantes et demandent à être encore développées. Comme le disait Condorcet, la vérité appartient à ceux qui la cherchent et non à ceux qui croient l'avoir trouvée. Encore merci René. Merci Florence. Si on m'avait dit il faut que tu travailles sur le problème d'infantile selon Florence, je n'aurais pas du tout raconté tout ça. Mais j'ai pris le modèle d'infantile avec lequel, qui me paraît être le plus courant en quelque sorte dans les dialogues analytiques, et je n'ai absolument aucune objection à faire à ta définition. J'y adhère complètement. La constellation complexe, je suis complètement d'accord. Bon, tu te rends bien compte qu'en 45 minutes comme ça, je suis obligé de faire des réductions et des simplifications pour que ça puisse... Bon. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est quand même effectivement d'arriver à la dernière partie, c'est-à-dire toute cette question des enveloppes, parce que ce qui m'intéresse quand même fondamentalement dans tout ça, c'est les transformations du côté de la symbolisation, et c'est du côté des enveloppes qu'il faut les chercher. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de marquer très fortement, et ça tu l'as très bien repéré, que on peut plus penser sans penser l'objet. Et que, ok, on a le concept d'identification, mais ces identifications, elles portent la trace quand même de ce à quoi le sujet a été confronté. Et continuer d'essayer de penser uniquement dans une perspective intra-psychique. Bien sûr que l'intrapsychique, c'est le point de départ de notre travail, mais c'est bon, je veux dire, reprenons une formule de Freud. L'ombre de l'objet est tombée sur le moi. Ben oui, l'ombre de l'objet est tombée sur le moi. Et la question bête derrière, c'est pourquoi il dit l'ombre? Il dit pas l'objet. Et puis deuxième question, et c'est qu'est-ce qu'elle devient quand elle est tombée sur le moi? Et là, on a des réponses. L'ombre de l'objet, c'est tout ce qui du sujet n'a jamais été reflété par l'objet. C'est tout ce qui est, alors en termes bioniens, c'est toutes les faillites des fonctions alpha. En termes winnicottiens, c'est toutes les faillites des fonctions miroirs. C'est tout ce qui s'est mal passé dans la communication primitive et qui a empêché tout le travail d'appropriation subjectif. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça devient? C'est très clair, c'est dit par Freud dans Inhibition, symptômes, angoisse, c'est le moi tend à s'assimiler tout ce à quoi il est confronté. C'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, ça crée des noyaux de confusion à l'intérieur de soi. Et que le sujet ne sait plus si ce qu'il y a en lui, et c'est une particularité du moi-peau, hein. Le moi-peau fonctionne de la manière suivante, c'est grossier, c'est dans mon moi-peau, c'est moi.
ou alors que ça soit rentré par effraction, par forçage ou autrement, ma patiente Marine, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans un premier temps, c'est les particularités de sa sexualité. Et j'ai rien à en dire. C'est vrai que c'est les particularités de sa sexualité. Mais la question que moi, je suis obligé de me poser, c'est oui, mais d'où ça vient? Et pourquoi c'est comme ça? Puisque ça a l'air tellement de la blesser, de la rendre honteuse. Je veux dire, elle serait bien avec sa sexualité. Moi, j'ai rien à en dire. J'ai aucune perspective morale. Elle jouit comme elle veut. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est sa souffrance. Et effectivement, à partir de ce moment-là, ben, je suis obligé d'aller chercher à savoir, à comprendre, à mettre en sens ce qui s'exprime à travers sa sexualité et à travers la souffrance qu'elle a aussi quand elle se tord sur le divan. Eh ben, c'est la même question. C'est-à-dire, mon boulot à moi, c'est d'essayer de lui permettre d'intégrer quelque chose. Je ne suis pas magicien au point de penser que je vais soigner un ulcère sur d'estomac. Et puis, les mycobactéries, des tas de trucs qui marchent très bien maintenant. Le problème, c'est que la souffrance, elle est là, elle est pendant la séance, et que j'essaye quelque chose. Alors, ceci pour dire que sur la complexité, la constellation, j'aime beaucoup le terme de constellation, moi c'est un terme que j'utilise aussi, je suis complètement d'accord. Ce que j'ai commencé à essayer de dire tout à l'heure sur l'associativité polymorphique, ça contient cette idée de la constellation. Ça contient cette idée de schèmes associatifs qui sont hyper complexes. Et je pense heureusement que plus on avancera dans le dialogue avec les neurosciences et plus on arrivera à développer aussi, à nous permettre de développer aussi pour nous la complexité qui est dans notre pratique et qui n'est pas tout le temps dans notre théorie. Parce que je pense que globalement, nous sommes des praticiens bien meilleurs que ce que nous sommes capables de penser ou de théoriser. Et que toutes les fois qu'on théorise, c'est inévitable. Mais enfin, quand même, bon, notre théorisation est très en retard sur ce qu'on est capable de faire concrètement dans la pratique. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup, René. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, vous avez sur l'écran les prochains webinaires. Mais il faut aussi assurer tous nos collègues qui ont envoyé leurs questions, que nous allons les transmettre à René Roussillon qui va donner des réponses. Nous remercions très, très chaleureusement René pour tout le travail qu'il a fait pour nous. Je rappelle que c'est un travail inédit. Il n'y a pas de texte encore. Nous remercions beaucoup tous nos collègues qui étaient si nombreux d'être là avec nous aujourd'hui. Sauver la date pour donc garder la date pour les webinaires à venir, qui sera donc sur les réflexions sur les préjugés et le racisme dans nos mondes, implications pour notre IPA. Nous vous donnons donc rendez-vous le 4 décembre. Nous remercions encore René. Je crois qu'il y a une discussion qui s'était ouverte avec Florence Guignard, une discussion qui va suivre aussi avec tous les participants, toutes ces questions. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Portez-vous bien tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Merci, Hélène.